Laisse la maison impeccable pour mes invités. A exigé ma belle-fille, mais elle ne s'attendait pas à ma réaction. J'ai tout entendu. Chaque mot. Chaque rire méprisant. Ma propre belle-fille, Sophie, au téléphone dans mon jardin, croyant que j'étais trop sourde, trop sénile, trop inutile pour comprendre. La vieille est un boulet, disait-elle à quelqu'un à l'autre bout du fil. On la met à Sainte-Marie avant Noël et on vend cette baraque. 300 000 € minimum. On sera enfin libre de cette sangsue. Mes mains tremblaient en tenant mon sécateur, les roses que je taillais depuis 40 ans dans ce jardin de Provence soudain floues devant mes yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Non. C'était quelque chose de bien plus dangereux qui montait en moi. Une clarté glaciale. Une détermination que je croyais avoir enterrée avec mon mari il y a 10 ans. Sophie ne savait pas qui j'étais vraiment. Elle ne savait pas ce dont j'étais capable. Elle allait l'apprendre. Et elle allait le regretter pour le reste de sa vie misérable. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres matins de septembre en Provence. Le soleil doré filtrait à travers les volets de ma chambre à 6 heures précises, comme il le faisait depuis des décennies. L'odeur de la lavande montait du jardin, portée par la brise matinale qui descendait du Luberon. J'avais préparé mon café dans la vieille cafetière italienne que ma mère m'avait offerte pour mon mariage en 1975. Le rituel était toujours le même. Moudre les grains moi-même, sentir leur arôme se répandre dans la cuisine, écouter le glou-glou familier de Léo qui monte. Ces petits gestes quotidiens me rattachaient à une vie normale, une vie que Sophie était en train de comploter pour détruire sans la moindre trace de remords. Ma maison. Cette bastide en pierre que j'avais retapée de mes propres mains avec mon Henri, pierre après pierre, volet après volet, tuile après tuile. 42 ans que je vivais ici, 42 ans de souvenirs dans chaque recoin. Le comptoir de la cuisine où j'avais appris à Thomas à faire des crêpes quand il avait 7 ans. La cheminée du salon où nous nous réchauffions les soirs d'hiver en buvant du chocolat chaud. Le grand figuier dans le jardin qu'Henri avait planté quand Thomas avait 5 ans et qui donnait maintenant des fruits sucrés chaque été. Chaque centimètre de cette maison racontait une histoire. Notre histoire. Une histoire de sueur, de rire, de larmes, d'amour. Et maintenant, ma belle-fille voulait me l'arracher comme on arrache une dent gâtée, sans anesthésie, sans pitié, sans humanité. Je suis retournée dans la cuisine, mes jambes encore solides malgré mes 70 ans. Contrairement à ce que Sophie croyait, j'étais en excellente forme physique. Je marchais 5 kilomètres chaque matin sur les chemins poussiéreux entre les vignes. Je jardinais pendant des heures sans fatigue. Je montais et descendais les escaliers de ma maison sans essoufflement. Mon médecin me disait que j'avais la santé d'une femme de 50 ans. Mais je laissais Sophie me croire fragile, mourante presque. C'était plus facile ainsi. C'était stratégique. Les gens vous disent tellement plus de choses quand ils vous croient faible et idiote. Ils baissent leur garde. Ils deviennent négligents. Ils commettent des erreurs fatales. J'ai posé le sécateur sur la table en bois massif qu'Henri avait fabriqué de ses mains, sculptant chaque pied avec amour pendant l'hiver 1983. Cette table où j'avais nourri ma famille pendant des décennies. Cette table où nous avions célébré tous les anniversaires, tous les Noëls, toutes les fêtes. Cette table où Sophie s'asseyait en souriant son sourire de serpent, acceptant mes plats faits maison avec des compliments hypocrites, mes cadeaux choisis avec soin qu'elle revendait probablement sur Internet, mon argent prêté si généreusement qu'elle ne remboursait jamais. Toujours en demandant plus. Toujours en promettant que c'était la dernière fois. Toujours en mentant avec un naturel déconcertant. Mon fils Thomas était faible. Je le savais depuis longtemps, depuis son adolescence où il laissait les autres prendre des décisions à sa place, où il suivait plutôt que de diriger. Il avait toujours eu du mal à dire non, surtout aux femmes qui savaient comment le manipuler. D'abord à sa première petite amie, Émilie, qu'il avait manipulée pendant 3 ans avant de le quitter pour son meilleur ami. Puis à Sophie qui avait perfectionné l'art de la manipulation jusqu'à en faire une forme d'art sadique. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il me trahirait ainsi. Que mon propre enfant, celui que j'avais porté pendant 9 mois de nausées matinales et de douleurs, celui que j'avais élevé seul après la mort d'Henri, celui pour qui j'avais tout sacrifié, participerait à un complot pour me voler ma vie, ma maison, ma dignité. Cette pensée me déchirait le cœur plus que tout le reste, plus que tous les mensonges de Sophie combinés. La tablette était là,
oublié sur le comptoir de granit italien qu'Henri et moi avions installé en 1998. Sophie l'avait laissé la veille après l'une de ses visites éclairs. Ces visites où elle arrivait sans prévenir, sans frapper, comme si c'était déjà sa maison. Elle inspectait chaque pièce comme une acheteuse potentielle, notant mentalement chaque défaut avec son petit sourire suffisant, chaque fissure dans les murs, chaque tuile déplacée sur le toit, chaque robinet qui fuyait, chaque réparation nécessaire pour augmenter le prix de vente futur. Je l'avais vu faire pendant des mois, mais j'avais gardé le silence. Observant avec attention. Attendant le bon moment. Accumulant les preuves. Mon intuition, aiguisée par 70 ans de vie et d'expérience, me disait qu'il y avait plus. Il y avait toujours plus avec les gens comme Sophie. Ils ne se contentent jamais d'un seul mensonge. Ils construisent des empires de tromperie. J'ai pris la tablette. Mes doigts connaissaient la technologie mieux que Sophie ne le pensait. Contrairement à l'image qu'elle avait soigneusement cultivée de moi comme d'une vieille femme dépassée par le monde moderne, je n'étais pas incompétente. J'avais travaillé comme secrétaire de direction chez Pernod Ricard pendant 30 ans avant ma retraite en 2005. J'avais appris les ordinateurs dès les années 1980 quand l'entreprise avait informatisé ses bureaux. J'avais suivi tous les cours de formation. DOS, Windows, Word, Excel, Internet, email. Tablette, smartphone, ordinateur portable, réseaux sociaux, applications, j'avais tout maîtrisé par nécessité professionnelle puis par intérêt personnel. Mais je laissais Sophie et Thomas me croire incompétente technologiquement. C'était une stratégie délibérée que j'avais mise en place dès le début. On en apprend tellement plus quand les gens vous croient idiote. Ils baissent leur garde complètement. Ils deviennent négligents. Ils laissent des preuves numériques partout. La tablette cesse d'allumer avec un petit bip familier. Pas de mot de passe. Pas de protection. Rien. Sophie était d'une arrogance stupéfiante. Trop sûre d'elle. Trop convaincue de ma stupidité pour prendre des précautions élémentaires. WhatsApp était ouvert sur un groupe de discussion. Un groupe nommé Projet Liberté. Quel nom charmant. Quel euphémisme cruel et ironique pour un complot visant à détruire ma vie et à me voler tout ce que j'avais construit. J'ai commencé à lire du début, remontant sur plusieurs mois de conversation, et chaque message était un coup de poignard planté méthodiquement dans mon cœur de mère. Thomas et Sophie discutaient depuis mars dernier. 6 mois de planification minutieuse. 6 mois de complot. 6 mois de trahison documentée. Le placement en maison de retraite. La vente de ma maison. Le partage de l'argent. 50% chacun. 150 000 € chacun. Ils avaient même contacté une agence immobilière. Une certaine Madame Mercier de l'agence Provence Prestige à Avignon. Les messages étaient froids, calculateurs, dénués de toute humanité. Pas une once d'affection. Pas une seconde d'hésitation morale. Pas un moment de culpabilité ou de doute. Ma belle-fille parlait de moi comme d'un obstacle à éliminer physiquement. Elle utilisait des termes déshumanisants comme problème, contrainte, boulet, poids mort, vieille chose inutile, déchet humain. Mon fils acquiesçait à tout passivement. Oui, t'as raison. On fait comme tu dis. Tout ce que tu veux. Mon propre enfant. Celui que j'avais porté pendant 9 mois de nausées matinales épouvantables et de douleurs lombaires constantes. Celui que j'avais nourri au sein pendant 1 an malgré les crevasses et la douleur. Celui pour qui j'avais sacrifié ma carrière prometteuse en droit, mes rêves de devenir avocate, mes ambitions personnelles. Celui que j'avais élevé seul pendant 5 longues années après la mort brutale d'Henri dans cet accident de voiture stupide sur l'autoroute A7 en 2005. Celui à qui j'avais payé des études d'ingénieur coûteuses à l'École centrale de Lyon. Celui que j'avais soutenu financièrement pendant 3 ans quand il avait monté sa première entreprise qui avait fait faillite en perdant tout son capital. Celui à qui j'avais prêté 40 000 € pour l'acompte de son appartement à Aix-en-Provence. Il me trahissait. Simplement. Froidement. Définitivement. Sans le moindre remords apparent. Il y avait autre chose dans ces messages. Des références constantes et moqueuses à ma stupidité supposée. À ma naïveté légendaire. Des rires virtuels cruels sur le fait que je n'avais jamais rien compris à leur manigance. Compris quoi exactement ?
J'ai continué à lire avec une concentration féroce, mon cœur battant plus vite, mes doigts glissant sur l'écran tactile avec une urgence croissante. Et puis je l'ai vu. Un message de Sophie datant d'exactement 8 ans. Septembre 2017. Je suis tombée sur un vieux fil de conversation qu'elle n'avait jamais supprimé, probablement par arrogance ou par négligence. Mon petit-fils Lucas. Mon cher Lucas qui avait maintenant 9 ans, né en octobre 2016. Le message disait textuellement, mot pour mot, la clinique Vida à Alicante a confirmé ce matin. 50 000 € pour la mère porteuse ukrainienne. Tout est arrangé. Le transfert d'embryon est prévu pour janvier. Thomas ne saura jamais la vérité. Ta mère non plus évidemment. Ils sont trop bêtes et trop confiants pour poser la moindre question embarrassante. J'ai même acheté un faux ventre en silicone médical sur un site américain spécialisé. 3 tailles progressives. Personne ne verra jamais la différence. Je suis une actrice tellement douée. Le monde cesse d'arrêter de tourner. Le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir cesse d'amplifier dans mes oreilles comme des coups de marteau. Les couleurs de la cuisine semblaient plus vives, presque douloureuses, irréelles. Ma vision périphérique cesse de rétrécir. Lucas n'était pas le fils biologique de Sophie. Elle avait engagé une mère porteuse en Espagne. Une femme ukrainienne payait 50 000 € pour porter l'enfant. Elle avait menti à toute la famille pendant 9 mois complets. Elle s'était fait passer pour enceinte avec un faux ventre en silicone acheté sur Internet, de fausses échographies qu'elle avait certainement téléchargées ou achetées. Elle avait joué la femme enceinte à la perfection digne d'un Oscar. Les nausées matinales simulées avec un talent d'actrice professionnelle. Les envies alimentaires inventées de toutes pièces. Les plaintes constantes sur son dos qui la faisaient soi-disant souffrir. Les visites médicales où elle allait toujours seule, prétextant que Thomas était trop occupé au travail. Tout était faux. Chaque larme de joie versée. Chaque main posée tendrement sur son ventre. Chaque moment d'émotion partagée. Mensonge. Manipulation. Théâtre cruel et calculé. Et personne n'avait rien vu. Personne n'avait rien soupçonné. Surtout pas Thomas qui était aux anges. Surtout pas moi qui me croyais pourtant perspicace après 70 ans de vie. J'ai senti une rage froide m'envahir complètement, se répandant dans mes veines comme de la glace pilée, paralysant presque mes muscles. Cette femme avait menti sur absolument tout. Elle avait manipulé mon fils avec une expertise de psychopathe. Elle avait trompé toute la famille avec un plan digne d'un film. Elle m'avait trompé moi, qui pourtant me croyais impossible à berner. Et maintenant elle voulait me voler ma maison. Elle voulait m'enfermer dans une institution pour personnes âgées. Elle voulait me faire disparaître complètement de la vie de mon petit-fils. Cette dernière pensée était absolument insupportable. Lucas. Mon petit Lucas aux yeux verts pétillants et aux cheveux bouclés dorés. Le seul vrai rayon de soleil dans ma vie depuis la mort brutale d'Henri. Mais pourquoi? Pourquoi mentir sur une grossesse de façon aussi élaborée? Pourquoi ne pas simplement adopter ou dire la vérité? J'ai continué à fouiller méthodiquement dans la tablette, mes doigts tremblant légèrement maintenant d'émotions contenues. Les réponses étaient là, cachées dans d'autres messages plus anciens, d'autres conversations privées avec des amis à elle. Sophie ne pouvait pas avoir d'enfant biologique. Stérile depuis un accident de voiture grave à 20 ans qui avait endommagé son utérus de façon irréversible nécessitant une hystérectomie partielle. Les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais porter d'enfant. Mais elle ne voulait surtout pas que Thomas le sache. Elle avait une peur panique qu'il la quitte si elle révélait sa stérilité. Dans notre société provençale encore traditionnelle, ne pas pouvoir donner d'enfant était encore vu comme une défaillance féminine fondamentale. Sophie le savait parfaitement. Alors elle avait élaboré ce plan machiavélique. Un mensonge parfait et total. Une tromperie à plusieurs niveaux. Et cela avait fonctionné au-delà de toutes ses espérances les plus folles. Thomas était aux anges quand Lucas était né à la clinique Sainte-Catherine. Je me souviens encore parfaitement de cet appel téléphonique à 3 heures du matin le 12 octobre 2016. Maman. Maman. C'est un garçon. Il pèse 3 kg 200 grammes. Il est absolument magnifique. Il a tes yeux verts. Il a les cheveux d'Henri. C'est le plus beau jour de ma vie. Thomas pleurait de joie pure.
Sa voix tremblait d'émotions débordantes. Je me souviens m'être précipitée à la clinique en pleine nuit, mon cœur débordant de bonheur indescriptible. J'étais grand-mère enfin. Nous étions une vraie famille complète. Tout ce bonheur était basé sur un mensonge horrible. Sur une tromperie soigneusement élaborée. Sur 50 000 € versés à une mère porteuse espagnole qui avait porté l'enfant de qui exactement? De Thomas probablement, avec un ovule acheté à une donneuse anonyme. Sophie n'avait même pas de lien génétique avec Lucas. Zéro. Rien. Elle était génétiquement une étrangère pour l'enfant qu'elle prétendait avoir mis au monde. J'ai photographié méthodiquement tous les messages avec mon téléphone portable. Chaque conversation compromettante. Chaque preuve accablante. Chaque élément d'un dossier qui devenait de plus en plus solide. Mes mains étaient parfaitement stables maintenant. La colère initiale avait complètement cédé la place à quelque chose de beaucoup plus puissant et dangereux. Un calme stratégique absolu. Une clarté mentale totale, une détermination glaciale. J'avais été constamment sous-estimée toute ma vie. La gentille Claire qui ne disait jamais non. La généreuse Claire qui donnait son temps et son argent. La stupide Claire qui croyait tout ce qu'on lui disait. Mais j'avais un secret que personne ne connaissait vraiment. Même Henri ne l'avait jamais su complètement dans tous ses détails. Avant de devenir secrétaire de direction, avant de me marier précipitamment à 22 ans, j'avais étudié le droit à la prestigieuse faculté d'Aix-en-Provence pendant 3 années complètes. J'avais eu d'excellentes notes. J'étais promise à une belle carrière d'avocate. Mais j'avais abandonné mes études brutalement quand je suis tombée enceinte de Thomas après une soirée un peu trop arrosée. C'était 1975. Les temps étaient différents. Les mentalités étaient autres. Une femme enceinte ne continuait pas ses études supérieures. Elle se mariait rapidement. Elle devenait mère au foyer. Elle abandonnait définitivement ses rêves professionnels. C'était la norme sociale non négociable. Mais je n'avais jamais oublié ce que j'avais appris dans ces amphithéâtres. Le droit civil et ses subtilités. Le droit de la famille et ses complexités. Le droit pénal et ses applications. Le droit de la propriété et ses protections. Je connaissais parfaitement mes droits légaux. Je connaissais la loi française dans ses moindres détails. Et je savais exactement comment me protéger efficacement. Comment me défendre légalement. Comment attaquer aussi, si nécessaire et justifié. Ce soir-là, Sophie est arrivée à l'improviste vers 19h précises. Elle ne frappait jamais à ma porte. Elle entrait directement comme si c'était déjà sa propriété personnelle. Elle avait cette expression caractéristique sur le visage, ce mélange subtil de fausses préoccupations maternelles et de calculs froids de prédateur que je connaissais maintenant si bien. Elle portait un chemisier blanc immaculé de marque et un jean noir serré de créateur. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés en un chignon sophistiqué. Son maquillage était impeccable et professionnel. Elle était l'image même de la belle-fille parfaite et attentionnée. Du moins en surface trompeuse. Claire, a-t-elle commencé en entrant dans ma cuisine provençale sans invitation ni permission. J'ai des nouvelles très importantes à te communiquer. Thomas et moi avons longuement et sérieusement réfléchi ces derniers mois à ta situation. On pense sincèrement que tu devrais peut-être envisager un endroit beaucoup plus adapté à tes besoins croissants. Tu comprends, à ton âge avancé, vivre complètement seul dans cette immense maison isolée, c'est vraiment très dangereux pour ta sécurité. Et si tu tombais gravement dans l'escalier? Et si tu avais un malaise cardiaque? Personne ne serait là pour t'aider rapidement. Tu pourrais mourir seul et on ne te trouverait que des jours plus tard. J'ai souri doucement. Un sourire doux, confus et un peu perdu. Exactement celui qu'elle attendait de voir. Celui qui confirmait parfaitement son opinion sur ma sénilité supposée croissante. Mais à l'intérieur, derrière ce masque soigneusement construit, j'analysais froidement chacun de ces mots manipulateurs. Chaque geste calculé. Chaque micro-expression révélatrice de son visage. Elle jouait son rôle théâtral à la perfection technique. La belle-fille inquiète et responsable. L'adulte mature qui se préoccupe sincèrement du bien-être de sa belle-mère âgée et vulnérable. C'était du pur théâtre. Du très très bon théâtre. Digne d'un César ou d'un prix d'interprétation nationale.
Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Ai-je demandé d'une voix délibérément tremblante et faible, ajoutant un petit tremblement visible dans mes mains pour faire bonne mesure et renforcer l'illusion. Je me sentais comme une actrice moi aussi maintenant. Deux femmes jouant un jeu mortel de manipulation dans ma cuisine ensoleillée. Sophie s'est assise confortablement à ma table comme si elle était chez elle. Elle a pris ma main ridée dans ses mains manucurées. Son toucher était désagréablement froid. Glacial même. Ses doigts étaient comme des serpents qui s'enroulaient lentement autour des miens pour m'étouffer. On a visité un endroit absolument merveilleux hier après-midi. Sainte-Marie. C'est une résidence médicalisée vraiment magnifique près d'Avignon. Des jardins splendides et très bien entretenus avec des oliviers centenaires. Des activités stimulantes organisées tous les jours. Des gens exactement de ton âge avec qui discuter et te faire des amis. Des infirmières qualifiées présentes 24 heures sur 24 pour répondre à tous tes besoins. Tu ne serais plus jamais seul, plus isolé dangereusement dans cette grande maison vide et silencieuse. Et concernant ta maison, on pourrait la vendre rapidement et placer tout l'argent sur un compte bancaire sécurisé pour toi. Tu aurais absolument tout ce dont tu as besoin sans jamais te soucier de l'entretien fastidieux, des réparations coûteuses, des factures qui s'accumulent. On s'occuperait parfaitement de tout à ta place. Elle mentait avec un naturel absolument stupéfiant. Les mots sortaient de sa bouche avec une fluidité déconcertante et professionnelle. Comme si elle me faisait la plus grande faveur de ma vie. Comme si elle n'avait pas déjà tout planifié méticuleusement dans mon dos depuis exactement 6 mois. Comme si elle ne comptait pas déjà mentalement et avidement les 300 000 € qu'elle allait empocher avec mon fils. J'ai hoché la tête lentement et pensivement, comme si j'absorbais difficilement l'information complexe. Et ma maison exactement? Qu'est-ce ce qu'on en ferait précisément? Ai-je demandé, ma voix montant légèrement en fausse anxiété comme si la panique me gagnait progressivement. Sophie a souri largement. Un sourire commercial qui ne montait absolument pas jusqu'à ses yeux restés froids. Ses yeux restaient calculateurs, reptiliens, morts. On s'en occuperait parfaitement pour toi, évidemment. Thomas et moi gérerions personnellement toute la vente de A à Z. On trouverait les meilleurs acheteurs possibles sur le marché. On négocierait le meilleur prix absolu. Et l'argent serait intégralement placé sur un compte à ton nom. Tu toucherais les intérêts mensuellement. Ce serait tellement plus simple pour toi dans ton état. Plus sûr aussi pour ton avenir. À ton âge très avancé, gérer seul une propriété de cette taille considérable, c'est vraiment beaucoup trop de responsabilités écrasantes. C'était d'un cynisme absolument magnifique. D'une manipulation parfaitement huilée. Elle allait vendre ma maison sans mon vrai consentement, empocher cupidement l'argent avec Thomas, et me laisser pourrir lentement dans une institution où je mourrais probablement en quelques années de tristesse. Et elle me présentait tout cela comme un merveilleux cadeau. Comme une libération bénéfique. Comme la solution miracle à tous mes problèmes imaginaires. Je me suis levée très lentement, m'appuyant lourdement sur la table comme si mes jambes arthritiques me faisaient horriblement mal. En réalité, j'étais physiquement plus forte que jamais. Mon corps entier vibrait d'une énergie pure et concentrée. Mais elle devait absolument continuer à me croire fragile. Faible. Mourante presque. Je vais y réfléchir très sérieusement cette nuit, ai-je murmuré faiblement. C'est énormément d'informations importantes à assimiler d'un coup. J'ai vraiment besoin de temps pour bien comprendre. Je te donnerai ma réponse définitive et finale demain soir, pendant le grand dîner, devant absolument toute la famille et tous les amis. Ce sera beaucoup plus officiel ainsi. Plus solennel et mémorable. Sophie a froncé imperceptiblement les sourcils. Un éclair rapide de colère frustrée a traversé son visage avant qu'elle ne le contrôle rapidement. Elle voulait désespérément ma signature maintenant. Immédiatement. Sans délai. Elle ne voulait surtout pas attendre. Mais elle ne pouvait pas légalement me forcer. Pas encore. Pas devant témoins multiples. D'accord alors, a-t-elle dit finalement en serrant visiblement les dents dans un sourire forcé et crispé. Mais ne me fais vraiment pas attendre trop longtemps inutilement. On a énormément de choses ultra urgentes à organiser rapidement. La directrice de Sainte-Marie attend impatiemment ta confirmation définitive. Les agents immobiliers aussi attendent. Tout est parfaitement en place et prêt.
Il ne manque plus que ta simple signature pour que tout se concrétise enfin. Elle cesse de lever brusquement pour partir, reprenant ses papiers avec un geste sec. À demain alors. Pour ton fameux grand jour d'anniversaire. J'ai souri le plus doucement possible. À demain Sophie. Ce sera effectivement un jour absolument mémorable. Totalement inoubliable même pour tout le monde. Quand elle a finalement disparu au coin de la rue dans sa Mercedes noire clinquante, j'ai méthodiquement déchiré la photocopie des papiers qu'elle m'avait laissés en tout petits morceaux. Chaque déchirure satisfaisante était une petite victoire. Chaque morceau déchiré était une promesse solennelle de vengeance. Je les ai tous jetés dans la cheminée et j'ai regardé avec satisfaction les flammes les consumèrent complètement jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres grises. Cette nuit-là interminable, je ne pouvais absolument pas dormir du tout. Je suis resté allongé rigide dans mon grand lit vide, fixant intensément le plafond aux poutres apparentes qu'Henri avait si soigneusement restaurées en 1985. Les ombres dansaient étrangement dans la lumière argentée de la pleine lune qui entrait par la fenêtre ouverte. Je pensais obsessionnellement à absolument tout ce que j'avais appris aujourd'hui. Aux mensonges innombrables de Sophie, à la trahison déchirante de Thomas. Au faux bébé élaboré. Au complot détaillé pour me voler ma maison. Chaque pensée me mettait progressivement plus en colère. Mais c'était une colère particulière. Froide. Parfaitement contrôlée. Absolument stratégique. À exactement 3 heures du matin selon mon réveil, j'ai pris une décision irrévocable. Je ne me laisserai jamais faire passivement. Je ne serai certainement pas une victime pathétique. J'allais me battre intelligemment. Et j'allais gagner définitivement. À 4 heures précises, je suis descendu silencieusement à la cuisine. J'ai fait du café particulièrement fort et amer. J'ai sorti un carnet vierge et un stylo. Et j'ai commencé à planifier méthodiquement. Point par point détaillé. Étape par étape logique. J'ai listé exhaustivement tout ce que je savais. Toutes les preuves solides que j'avais accumulées. Tous les mensonges que j'avais découverts. Puis j'ai réfléchi intensément à ma stratégie d'attaque. Comment utiliser optimalement ces informations? Comment protéger efficacement ma maison? Comment révéler publiquement la vérité sans que Sophie puisse s'échapper? Les idées ont commencé à affluer naturellement. Des plans détaillés se sont formés clairement dans mon esprit stratégique. À exactement 6 heures du matin, j'avais un plan absolument complet. Parfaitement détaillé. Totalement imparable et définitif. Le jour du grand dîner tant attendu est finalement arrivé. Je me suis réveillé très tôt à 5 heures du matin, le cœur battant fortement d'anticipation pure. Pas la moindre trace de peur ou d'hésitation. Juste une excitation glaciale et déterminée. Aujourd'hui, la vérité complète allait enfin éclater publiquement. Aujourd'hui, Sophie allait payer très cher pour absolument tout. J'ai pris un long bain relaxant parfumé à la lavande fraîche de mon jardin. J'ai soigneusement mis ma plus belle robe, une création élégante en soie bleue que j'avais spécialement achetée pour le mariage de Thomas et Sophie. J'ai coiffé mes cheveux blancs avec un soin méticuleux. J'ai appliqué du rouge à lèvres rouge vif, du mascara noir, un peu de fard à joues rosé. Je voulais être absolument magnifique. Je voulais avoir l'air forte et confiante. Je voulais que Sophie voie clairement qui j'étais vraiment juste avant de la détruire complètement et publiquement. Les invités ont commencé à arriver progressivement vers 19 heures précises. Les voisins sont arrivés d'abord. Monsieur et Madame Renaud qui habitaient la jolie maison d'à côté depuis exactement 30 ans. Les Bertrand avec leurs 3 enfants adolescents. Les Moreau, couple de retraités charmants. Madame Leclerc, mon amie du club de bridge hebdomadaire. Le docteur Martin, mon médecin de famille. Maître Dubois, mon notaire fidèle. Le maire du village. Les commerçants du centre. Environ 60 personnes au total. Tous des gens qui me connaissaient depuis des décennies. Tous des gens qui m'appréciaient et me respectaient. Pierre le journaliste est arrivé discrètement avec son photographe et son caméraman, se faisant passer pour des invités ordinaires. Sophie est arrivée exactement à 19h30 avec Thomas et Lucas. Elle portait une robe bleue élégante et moulante. Ses cheveux parfaitement coiffés brillaient. Son sourire était éblouissant et commercial. Elle jouait la belle fille absolument parfaite.
La femme aimante et dévouée. Le masque était techniquement impeccable et convaincant. Le dîner a commencé tout à fait normalement et agréablement. Les conversations polies et amicales. Les rires authentiques. Les compliments sur la nourriture. Sophie était stratégiquement au centre de l'attention, racontant des anecdotes amusantes, charmant absolument tout le monde avec son talent naturel. Je l'observais attentivement depuis ma place en bout de table. La place traditionnelle d'honneur. La place symbolique de la matriarche respectée. Elle ne savait absolument pas que dans quelques minutes seulement, son monde entier allait brutalement s'effondrer. Après le plat principal soigneusement préparé, je me suis levée lentement et solennellement. J'ai tapé délicatement sur mon verre en cristal avec ma fourchette en argent. Le tintement clair a résonné. Le silence attentif s'est progressivement installé dans toute la pièce. Absolument tous les regards se sont tournés vers moi avec attention. Mes chers amis, ma famille, ai-je commencé d'une voix surprenamment claire et forte. Merci infiniment d'être venus célébrer mes 70 ans avec moi ce soir. Cette maison a été toute ma vie pendant plus de 42 longues années. J'y ai élevé mon fils unique. J'y ai pleuré amèrement mon mari adoré. J'y ai connu d'immenses joies et des peines profondes. Et aujourd'hui, je voulais absolument partager avec vous tous quelque chose de très important. Quelque chose de capital que j'ai découvert très récemment. Sophie avait maintenant l'air visiblement nerveux. Elle sentait clairement que quelque chose n'allait pas du tout. Thomas me regardait avec une confusion totale. J'ai fait un simple signe discret, et le grand écran que j'avais stratégiquement installé s'est soudainement allumé avec un bruit électronique. Les premiers messages WhatsApp sont apparus agrandis sur l'écran géant. La vieille est un boulet. On la met à Sainte-Marie avant Noël. Les invités ont immédiatement commencé à lire attentivement, leurs expressions faciales passant rapidement de la curiosité innocente à l'horreur absolue. Sophie s'est levée très brusquement, renversant presque son verre. Claire, qu'est-ce ce que tu fais exactement? Arrête immédiatement ça. Mais je n'ai absolument pas arrêté. Les messages compromettants continuaient à défiler inexorablement. Chaque plan détaillé. Chaque insulte cruelle. Chaque calcul financier cynique. Thomas était devenu complètement blanc. Il lisait les messages horribles que sa femme avait écrits sur sa propre mère. Les messages qu'il avait lui-même envoyés en complice. Son visage trahissait un mélange douloureux de honte profonde et de confusion totale. Puis sont venus les messages dévastateurs sur Lucas. Sur la mère porteuse payée. Sur l'élaboration du mensonge de la grossesse. Sur les 50 000 €. La salle entière était maintenant dans un silence de mort absolue. Sophie hurlait maintenant hystériquement. Tu n'avais absolument pas le droit. Ce sont des conversations strictement privées. C'est complètement illégal. Mais Pierre filmait absolument tout professionnellement. Les caméras capturaient parfaitement sa rage incontrôlable. Sa panique visible. Son vrai visage enfin révélé publiquement. Thomas s'est lentement tourné vers elle, les larmes aux yeux. Sophie, c'est vraiment vrai? Lucas n'est-ce pas? Tu n'étais pas réellement enceinte? Sophie a désespérément essayé de reprendre un semblant de contenance. Chérie, je peux tout expliquer rationnellement. C'était uniquement pour nous. Pour notre famille. Je ne pouvais biologiquement pas avoir d'enfant et je ne voulais surtout pas te perdre. Mais l'écran impitoyable n'avait pas du tout fini. Les extraits scannés du journal intime de Marguerite sont alors apparus. Les avertissements poignants de sa propre mère décédée. Les descriptions détaillées de ses manipulations constantes. De ses mensonges chroniques. De sa nature profonde et dangereuse. Sophie a désespérément essayé de partir en courant, mais les invités nombreux bloquaient physiquement toutes les sorties. Ils voulaient des réponses claires. Ils voulaient comprendre. Le maire s'est solennellement levé. Madame Rousseau, si ce que nous voyons tous est réellement vrai, c'est extrêmement grave légalement. C'est de l'abus de faiblesse caractérisé. De l'escroquerie en bande organisée. Nous devons immédiatement appeler la police. J'ai souri calmement. J'ai déjà appelé ce matin. Maître Dubois a personnellement contacté le procureur hier après-midi. Il y a eu une tentative caractérisée de fraude.
Une tentative de me placer contre ma volonté dans une institution pour s'emparer illégalement de mes biens. C'est un crime grave. Et absolument tout est parfaitement documenté. Les enregistrements audio. Les messages écrits. Les témoignages multiples. Sophie s'est littéralement effondrée sur sa chaise. Les larmes coulaient abondamment sur son visage maquillé. Mais ce n'étaient clairement pas des larmes de remords sincères. C'étaient des larmes de rage pure. De frustration immense. D'avoir été publiquement démasquée. Thomas me regardait avec des yeux remplis de douleur. Maman, je suis tellement désolée. Je ne savais vraiment pas. Je ne pensais pas. Je l'ai sèchement interrompu. Tu ne pensais pas effectivement. C'est exactement le problème majeur. Tu n'as jamais pensé par toi-même. Tu as passivement laissé cette femme manipulatrice prendre le contrôle total de ta vie. De ta famille. De ton jugement. Et maintenant, regarde attentivement ce que cela a coûté à tout le monde. Lucas pleurait silencieusement et douloureusement. Le pauvre enfant innocent ne comprenait pas encore tout, mais il sentait instinctivement que sa famille se déchirait violemment. Je me suis doucement approché de lui. Je l'ai tendrement pris dans mes bras protecteurs. Ce n'est absolument pas ta faute, mon chéri adoré. Rien de tout cela n'est ta faute. Tu es mon petit-fils. Peu importe comment tu es venu au monde. Je t'aime inconditionnellement. Et je t'aimerai toujours. Lucas s'est désespérément accroché à moi. Grand-mère, qu'est ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas encore exactement. Mais je te promets solennellement que je vais te protéger. Toujours. La police est arrivée exactement 30 minutes plus tard. Ils ont emmené Sophie pour un interrogatoire prolongé. Les caméras de Pierre ont absolument tout filmé. La scène était complètement surréaliste. Les invités profondément choqués. Thomas totalement effondré. Sophie me notait, hurlant hystériquement que tout était entièrement de ma faute. Que j'avais tout méchamment inventé. Que j'étais une vieille folle manipulatrice. Mais les preuves étaient massivement là. Indéniables. Irréfutables. Elle était définitivement piégée par ses propres mensonges. Par sa propre arrogance démesurée. Par sa conviction stupide que personne ne découvrirait jamais la vérité. Les jours suivants ont été absolument chaotiques. L'histoire a fait la une de tous les journaux locaux. Pierre avait écrit un article incroyablement détaillé. Les gens du village entier en parlaient constamment. Certains me soutenaient fermement. D'autres pensaient que j'étais allé beaucoup trop loin. Que j'aurais dû régler ça discrètement en privé. Mais je savais pertinemment que si je l'avais fait, Sophie aurait trouvé un moyen de s'en sortir. De retourner habilement la situation. De me faire passer pour la méchante. Non, il fallait absolument que ce soit public. Il fallait que tout le monde sache. Il fallait que les conséquences soient réelles et permanentes. Sophie a été formellement inculpée. Abus de faiblesse. Tentative d'escroquerie. Détournement de fonds, car il s'est avéré qu'elle avait utilisé de l'argent que je lui avais donné pour d'autres choses que ce qu'elle m'avait dit. Le procès allait prendre des mois, mais Maître Dubois était confiant. Elle sera condamnée. Les preuves sont écrasantes. Et avec la couverture médiatique, le procureur ne peut pas laisser passer ça. C'est devenu une affaire d'exemple. Thomas est venu me voir une semaine après le dîner. Il avait l'air brisé. Maman, je ne sais pas quoi dire. Comment me faire pardonner? Je t'ai trahi. J'ai trahi tout ce que papa m'avait appris. Le procès a eu lieu en janvier. Le tribunal était bondé. Les journalistes. Les curieux. Les gens du village. Sophie portait un tailleur gris sobre. Elle essayait de paraître respectable. Repentante. Mais ses yeux trahissaient sa vraie nature. Froide. Calculatrice. Sans remords réels. Son avocat a plaidé les difficultés psychologiques. Les traumatismes d'enfance. La pression sociale pour avoir des enfants. Tout sauf assumer la responsabilité de ses actes. Mon avocat a présenté les preuves. Les messages. Les enregistrements. Les témoignages. C'était accablant.
Le juge l'a condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Elle a aussi été condamnée à me rembourser 60 000 euros. Et elle a été interdite de m'approcher pour les 10 prochaines années. Quand le verdict est tombé, Sophie m'a regardé. Son regard était rempli de haine pure. Tu es contente maintenant, vieille sorcière? Tu as détruit ma vie. J'ai soutenu son regard sans ciller. Tu as détruit ta propre vie avec tes mensonges. Moi, je me suis juste défendue. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis assise dans mon jardin. Les roses sont en fleurs. Le soleil de Provence brille. Lucas joue avec son chien. Thomas est à l'intérieur, préparant le déjeuner. Nous sommes devenus une vraie famille. Pas parfaite, mais vraie. Honnête. Sophie a purgé sa peine. Elle est sortie il y a 6 mois. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté la région. Qu'elle essayait de refaire sa vie loin des regards accusateurs. Je ne lui souhaite ni bien ni mal. Elle est devenue une étrangère pour moi. Ce que j'ai appris de tout cela, c'est que la vraie force n'est pas dans la rage ou la violence. Elle est dans la patience. Dans la stratégie. Dans la capacité à attendre le bon moment. Sophie pensait que ma vieillesse était une faiblesse. Que mon amour maternel était une faille à exploiter. Mais elle avait tort. Mon âge m'a donné de la sagesse. Mon amour m'a donné de la détermination. Et ma patience m'a donné la victoire. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de me battre. J'ai juste eu besoin d'être plus intelligente. De jouer le long jeu. Et à la fin, j'ai gagné. Pas juste ma maison. Pas juste ma liberté. Mais ma dignité. Mon respect de moi-même. Ma vie.